Lorsque la jeune fille n'est pas rentrée chez elle après être partie de l'église à vélo, sa disparition a suscité une grande inquiétude. La police et des centaines de volontaires ont immédiatement participé aux recherches, mais celles-ci ont été infructueuses. Après un certain temps, il y a eu un tournant inattendu dans cette affaire qui a surpris même les enquêteurs les plus expérimentés. Sarah Ann Wood est née le 4 mars 1981 à New York. Elle a grandi dans une famille religieuse, où son père était pasteur dans l'église d'une petite ville provinciale de l'État. Avec sa sœur et son frère, Sarah assistait régulièrement aux services religieux et à l'école du dimanche depuis son plus jeune âge. De plus, la jeune fille aimait danser, écrire des poèmes et faisait partie de l'équipe de Pom-Pom Girls de son école. Le vélo était son compagnon constant pour se rendre à l'église de son père, qui se trouvait à 1,5 km de chez elle. Tous les dimanches, elle s'y rendait pour assister aux services religieux ou aider son père. Le 18 août 1993, Sarah est allée à l'église, comme d'habitude pour les cours de l'école du dimanche, qui ce jour-là était redirigée par d'autres membres du personnel de l'église. Son père est resté à la maison. Ce qui s'est passé ensuite a été le début d'une série d'événements qui ont changé la vie de nombreuses personnes. Ils s'attendaient à ce que Sarah rentre chez elle l'après-midi après les cours. Mais le temps passa et Sarah ne revint pas. Et les parents commencèrent à s'inquiéter. Un peu plus tard, ils allèrent à l'église, supposant que Sarah était peut-être restée là-bas avec d'autres membres de la communauté. Mais elle n'y était pas. Les enseignants de l'école du dimanche dirent que Sarah était partie immédiatement après les cours à vélo, emportant avec elle quelques livres, des dossiers colorés et un petit tableau en carton pour les présentations. Les parents furent encore plus inquiets, car le chemin de l'église à la maison ne prenait que quelques minutes et Sarah ne pouvait pas se promener avec ses affaires. De plus, la fille devait encore rentrer chez elle et demander la permission de se promener, comme elle le faisait toujours. Les parents parcoururent le chemin et commencèrent à demander aux voisins si quelqu'un avait vu leur fille. Comme c'était une petite ville, la plupart des gens connaissaient le père de Sarah par l'église. Rapidement, des dizaines de personnes se joignirent à la recherche. Un témoin déclara avoir vu Sarah vers 3h30 de l'après-midi se diriger vers sa maison, à quelques centaines de mètres de là, ce qui alarma ses parents. Ils décidèrent d'appeler la police. La police locale commença immédiatement les recherches et déploya plusieurs dizaines de personnes. Ils demandèrent également l'aide des pompiers, qui se joignirent à la recherche. La nouvelle de la disparition de Sarah se répandit rapidement dans la région et attira des dizaines de bénévoles. Au cours des premières heures de recherche, plusieurs centaines de personnes participèrent. Ils se concentrèrent sur la route de l'église à la maison de Sarah et fouillèrent les champs et les bois de chaque côté. Bientôt, les policiers trouvèrent le premier indice inquiétant. À quelques mètres dans la forêt, ils découvrirent le vélo de Sarah près d'un arbre. Près de là, ils trouvèrent les affaires qu'elle avait prises de l'école, du dimanche, cachées sous un buisson. Ces découvertes amenèrent les enquêteurs à supposer que quelqu'un l'avait rencontrée près de chez elle, l'avait attirée dans la forêt, avait laissé ses affaires là-bas et l'avait ensuite emmenée en voiture. La police locale a mobilisé toutes ses forces pour la recherche, et les proches de Sarah ont commencé à imprimer et distribuer des flyers avec des informations sur sa disparition non seulement dans leur ville, mais aussi dans les localités voisines. Cependant, le premier jour de recherche n'a donné aucun résultat. Policiers et volontaires ont fouillé la zone dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de la route jusque tard dans la nuit, mais n'ont trouvé aucun nouvel indice. Le lendemain matin, les recherches ont repris avec une énergie redoublée et encore plus de personnes se sont jointes. La police d'État a également participé à l'opération et s'est concentrée sur la recherche du possible auteur. Les enquêteurs ont interrogé tous les habitants de la ville en espérant que quelqu'un aurait pu voir la personne inconnue ou le véhicule. Les parents de Sarah ont organisé un quartier général où des dizaines de volontaires imprimaient et distribuaient des flyers et tentaient de trouver des témoins,
ou toute preuve qui pourrait aider à la recherche de Sarah. Bientôt, l'affaire a été mentionnée dans les nouvelles locales, et après quelques jours, tout le pays parlait de la recherche de la fille. La police a reçu plus de 1000 indices et les a examinés à fond, mais s'est toujours heurté à des impasses. Des personnes compatissantes ont aidé les parents à réunir une somme considérable, 150 000 $, qui a été offerte en récompense pour des informations sur le lieu où se trouvait Sarah. Mais cela n'a pas non plus donné de résultat. Les mesures de recherche actives ont duré environ 1 semaine, mais la police a finalement conclu que les chances de trouver de nouvelles preuves précieuses étaient extrêmement faibles. Dans la région, ils ont poursuivi l'enquête sur la disparition, mais l'accent principal était maintenant mis sur la recherche d'un éventuel coupable. Les enquêteurs ont vérifié les résidents locaux et les personnes précédemment condamnées des villes voisines, mais tout cela n'a donné aucun résultat. La disparition de Sarah a été rapportée dans 2 émissions de télévision populaires à l'échelle nationale, ce qui a provoqué de nouvelles vagues d'appels avec des informations. Les parents de la jeune fille se sont également régulièrement adressés au public pour demander de partager toute information sur l'endroit où se trouvait leur fille, mais son sort restait inconnu. Presque un semestre s'était écoulé, et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Le matin du 7 janvier de l'année 1994, Rebecca, qui avait le même âge que Sarah, a quitté sa maison dans une petite ville du Massachusetts et a marché vers l'école. Alors qu'elle marchait le long de la route déserte, elle remarqua qu'un homme était à sa hauteur et lui disait quelque chose. Rebecca portait des écouteurs et ne l'entendait pas. Mais quand elle les a enlevés, elle a entendu l'homme dire que si elle faisait tout ce qu'il disait, il ne lui arriverait rien. Puis, ils ont continué à marcher dans la même direction. Rebecca avait peur d'attirer l'attention ou de fuir, mais elle comprenait que même si elle obéissait, cela ne mènerait probablement à rien de bon. Après un certain temps, elle se rendit compte que l'homme la conduisait vers la voiture. Et alors elle eut une idée. Rebecca fit semblant d'avoir une crise d'asthme et de ne pas pouvoir respirer. Elle s'assit par terre, et l'homme lâcha sa veste et saisit le bord de son sac à dos. Cette Trambsons. La fille continua de faire semblant de respirer difficilement, et au bon moment, elle se débarrassa de son sac à dos et s'enfuit en courant. À quelques centaines de mètres de cet endroit, il y avait des adultes. Et Rebecca courut vers eux et raconta ce qui s'était passé. Pendant ce temps, l'homme monta dans la voiture et s'en alla, emportant le sac à dos de la fille. Un témoin décida de le suivre avec sa voiture. Il le suivit pendant quelques minutes, puis s'arrêta à la station-service suivante et appela la police. Le témoin signala une partie de la plaque d'immatriculation et le modèle du véhicule, et Rebecca décrivit l'apparence de l'homme. Les policiers commencèrent à chercher la voiture en essayant de trouver des options correspondantes dans les bases de données. Ils envoyèrent également une alerte aux villes voisines, et le soir même, cela porta ses fruits. Un policier remarqua, en traversant une petite ville située à quelques kilomètres du lieu du crime, une voiture correspondant à la description. Le policier s'arrêta et frappa à la porte de la maison devant laquelle se trouvait la voiture. Il y avait plusieurs personnes dans la maison, et le policier demanda à qui appartenait le pick-up. Le propriétaire de la voiture dit qu'il ne l'utilisait plus depuis longtemps à cause de sa perte de vision. À la place, son voisin, Lewis Lance, âgé de 43 ans, utilisait souvent la voiture. L'homme était un travailleur occasionnel et aidait son voisin aveugle avec divers travaux ménagers en échange de l'utilisation du pick-up. Le policier décida alors de parler au voisin. Lewis dit qu'il avait utilisé le pick-up pour la dernière fois hier et ne l'avait pas conduit depuis. Malgré cela, le policier suggéra qu'il vienne au poste pour faire une déclaration, et Lewis accepta. Il continua d'insister sur le fait qu'il n'avait pas utilisé le pick-up ce jour-là. Lewis nia toute implication dans ce qui était arrivé à Rebecca et assura qu'il était un chrétien fervent, passant presque tout son temps libre à l'église, et qu'il ne ferait jamais une telle chose. Pendant que Lewis était au poste,
Les policiers prirent une photo de lui et la montrèrent avec d'autres photos aux témoins. Tous reconnurent immédiatement Lewis. Rebecca, qui avait vu l'attaquant à moins d'1 mètre de distance, déclara fermement que c'était l'homme qu'elle avait vu ce jour-là. Les enquêteurs obtinrent rapidement un mandat de perquisition pour la maison et la voiture de Lewis. Dans le pick-up du voisin, ils trouvèrent une découverte étrange. Un petit sac avec du ruban adhésif, des lunettes de soleil pour enfants et des bonbons. Dans la camionnette de Lewis, qui était garée près de chez lui, les policiers trouvèrent des objets dangereux et le sac à dos de Rebecca. Dans la maison, il y eut aussi une découverte intéressante. Sous le bâtiment, une pièce secrète de taille assez grande avait été construite. En raison de ces preuves, Lewis fut arrêté pour tentative de délit. Au début, il continua d'insister sur son innocence, mais décida bientôt de passer aux aveux. Il a avoué qu'il était venu dans la ville de Rebecca pour trouver une cible et qu'il avait apporté un équipement préparé à l'avance qu'il gardait toujours dans la voiture. Puis, Lewis a raconté pourquoi il avait creusé une pièce secrète sous la maison. Cette histoire a même surpris les enquêteurs. L'homme a expliqué qu'il voulait en faire un abri complet pour héberger des personnes. Lewis avait des plans ambitieux pour son avenir criminel. À la fin, il a ajouté qu'il ne prévoyait pas de retenir quelqu'un là-bas trop longtemps, jusqu'à ce que la pièce soit terminée. Dans la maison de Lewis, les enquêteurs ont également trouvé une liste avec plusieurs noms. Après avoir déterminé les identités de ces personnes, les enquêteurs ont découvert qu'elles avaient toutes à peu près le même âge et vivaient à quelques kilomètres de la maison de l'homme. Après que Lewis ait avoué, il a été emprisonné jusqu'au procès. Les enquêteurs continuaient à venir le voir pour obtenir des déclarations supplémentaires. Lors d'une de ses visites, il a soudainement avoué un autre crime. Lewis a raconté qu'il y a 4 ans, en octobre 1990, il travaillait comme agent d'entretien dans un cinéma de la même ville où il a ensuite commis des délits. Le soir du 22 octobre, en rentrant du travail, il a remarqué James Bernardo, qui faisait du vélo sur le parking. Lewis avait de mauvaises intentions. Le parking était vide et dans sa camionnette se trouvait un sac avec des objets pour les urgences, que les enquêteurs ont trouvé plus tard. Il a appelé James et lui a offert $5 pour son aide au cinéma. James a accepté et Lewis l'a conduit dans une salle vide. Ensuite, il a rapproché la camionnette, chargé le vélo et emmené le garçon chez lui. Après avoir laissé James chez lui, Lewis est allé au lac et a jeté le vélo. À son retour, il a essayé de mettre en œuvre ses intentions, mais a échoué. Il a ensuite décidé de se débarrasser des preuves. Lewis les a emportées dans l'État voisin et les a cachées dans la forêt. Plus tard, un chasseur a découvert les preuves et les a signalées aux autorités. Pourtant, les enquêteurs n'ont pas pu trouver le coupable pendant des années. Maintenant, après avoir comparé les déclarations de Lewis avec les dossiers, ils se sont rendus compte qu'ils connaissaient une grande quantité de faits et de détails qui correspondaient entièrement à la réalité. Après l'aveu de Lewis, l'information à son sujet s'est rapidement répandue dans les nouvelles et les journaux à travers le pays. En quelques jours, les policiers se sont retrouvés face à un homme qui non seulement tentait de commettre des délits et de construire un bunker secret pour ses objectifs étranges, mais qui avait également avoué un crime pour lequel il n'était même pas soupçonné. Bientôt, les enquêteurs de New York ont entendu parler de l'affaire Lewis, qui recherchait Sarah Wood. Ils ont étudié la situation avec Rebecca attentivement et ont demandé plus d'informations sur Lewis. Les enquêteurs avaient créé un profil du suspect à l'avance et Lewis correspondait presque parfaitement. Ils ont décidé de lui parler et l'ont visité en prison. Pendant l'interrogatoire, il a raconté qu'il se rendait souvent dans l'État voisin car ses proches y vivaient. Lewis a mentionné que lors de ses voyages, il passait parfois par de petites villes pour trouver des cibles appropriées pour ses actions. Le 18 août 1993, il a vu Sarah. Selon sa déclaration, la fille marchait dans la rue en poussant son vélo.
Lewis s'est arrêté à côté d'elle, est sorti du véhicule et s'est assuré qu'elle montait dans sa camionnette. Ensuite, il a transporté ses affaires et le vélo à quelques mètres, dans la forêt, pour qu'il ne soit pas trouvé rapidement. Ensuite, il a emmené Sarah dans les montagnes, qui se trouvaient à plusieurs centaines de kilomètres de chez elle. Il s'est arrêté dans un endroit isolé au bord d'un grand lac, où il a mis ses plans à exécution. Puis Lewis a creusé un trou et a caché les preuves. Cependant, pour une raison quelconque, il a refusé de dire l'emplacement exact des preuves. Néanmoins, Lewis a donné aux enquêteurs de nombreux détails, de sorte qu'ils n'avaient aucun doute sur la véracité de ses déclarations. La police a commencé à fouiller autour du lac, en utilisant plusieurs centaines de bénévoles, d'employés du parc national et de militaires. Pourtant, ils avaient un problème évident. Étant donné l'immensité du lac, il était presque impossible, même pour une équipe de recherche aussi grande, de fouiller toute la zone. De plus, plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'incident et l'endroit pourrait être recouvert d'herbe. Finalement, après plusieurs semaines de recherche, ils n'ont réussi à trouver aucune preuve. Malgré tout, les déclarations détaillées avec les détails exacts de l'incident ont suffi pour accuser Lewis dans l'affaire Sarah et également dans l'affaire James. En janvier 1995, le procès a eu lieu, au cours duquel il a été condamné à une peine de prison de 17 à 20 ans pour plusieurs chefs d'accusation. En juin de l'année suivante, le procès de James a commencé. Lewis a plaidé coupable devant le juge et a dit à son avocat qu'il voulait immédiatement admettre l'infraction contre Sarah. Mais lorsqu'il est dans l'audience et a vu les parents de la fille, il a soudainement changé d'avis. Cependant, 9 jours plus tard, lorsqu'il a été amené dans une salle d'audience vide, il a fatalement avoué sa culpabilité. Il a continué à refuser de nommer l'endroit où les preuves s'étaient cachées, malgré les supplications de ses parents. Finalement, le parquet lui a proposé un accord en échange d'informations sur l'emplacement des preuves. Il lui a été promis qu'il purgerait sa peine non pas dans une prison fédérale, mais dans une prison d'État, condiciate, dans de meilleures conditions. Lewis a accepté et a commencé à coopérer. Il a désigné une zone spécifique autour du lac et a même dessiné une carte approximative. À l'origine, les policiers voulaient l'emmener aux recherches, mais l'avocat de l'homme l'a empêché. Malgré la neige et le froid, les enquêteurs ont organisé une recherche dans la zone indiquée. Ils ont utilisé des machines lourdes et recruté des volontaires. Mais tous leurs efforts ont été vains et ils n'ont rien pu trouver. Quelques mois plus tard, lorsque le printemps arriva, la police fit une nouvelle tentative, qui échoua de nouveau. Pendant cette période, les enquêteurs tentèrent d'obtenir des informations précises de Lewis, mais il refusa d'indiquer l'endroit exact où d'aider la police. Finalement, le procureur décida de retirer l'accord, et le 11 avril 1997, Lewis fut condamné à 25 ans de prison. C'était la peine maximale que le juge pouvait imposer, sans preuve. Le juge ajouta qu'il aurait imposé la peine la plus sévère s'il avait été possible. Il est remarquable que l'avocat de Lewis ait tenté de réduire la peine dans les 3 cas pendant le procès. Il n'a pas nié la culpabilité de son client, mais a affirmé que l'homme souffrait d'un trouble mental non diagnostiqué. Cependant, les experts n'ont trouvé aucune anomalie. Ils ont conclu que Lewis feignait pour éviter une peine sévère. Après la condamnation, les enquêteurs ont continué de rendre visite à Lewis en prison dans l'espoir qu'il révèle l'endroit des preuves. Lewis se comportait étrangement et faisait des déclarations contradictoires. Une fois, il a dit qu'il n'était pas prêt à révéler l'emplacement des preuves parce que les enquêteurs pourraient trouver des preuves d'une autre affaire qu'il ne voulait pas divulguer. Les parents de Sarah lui ont aussi rendu visite en prison et lui ont demandé de révéler l'endroit. Mais il est resté silencieux. En même temps, les enquêteurs examinaient une possible implication de Lewis dans d'autres affaires non résolues. Après ses aveux, la police était presque sûre
qu'il pourrait également avoir été impliqué dans d'autres affaires. Presque immédiatement après son arrestation, il fut révélé qu'il avait tenté un autre rapprochement quelques années auparavant. Lewis avait essayé de s'approcher de Monica, mais son père l'en avait empêché. Ils ont signalé cela à la police, mais le coupable n'a pas pu être trouvé. Ce n'est qu'après que des photos de Lewis sont apparues dans les nouvelles que la fille et son père l'ont reconnu. L'homme était également suspecté dans 4 affaires de disparition non résolues qui ont eu lieu entre 85 et 90. Les enquêteurs ont déterminé qu'il aurait théoriquement pu commettre ces crimes, mais aucune preuve n'a été trouvée et Lewis a refusé d'avouer. L'histoire de Lewis a duré de nombreuses années. De temps en temps, les enquêteurs entraient en contact avec lui dans l'espoir qu'il révèle quelque chose sur l'emplacement de Sarah, ou qu'il avoue d'autres crimes. Mais cela n'est arrivé qu'en 2013, lorsque Lewis a soudainement avoué un autre délit. Il a dit qu'il était en fait coupable de l'un des incidents dont il était soupçonné. Lewis a raconté en détail tous les détails et les enquêteurs ont confirmé sa participation, bien qu'à ce jour, aucune accusation officielle n'ait été portée. Aujourd'hui, Lewis a 73 ans et continue de purger ses peines pour 2 crimes commis et une tentative. Les parents de Sarah croient qu'un jour, ils pourront le convaincre de révéler l'emplacement des preuves ou qu'il décidera de le faire lui-même. La famille de Sarah a également poursuivi le travail du centre qu'ils ont fondé pour recueillir des informations et distribuer des dépliants. Avec le temps, ils ont commencé à aider dans d'autres cas de recherche et le font encore aujourd'hui. Le centre s'occupe principalement de la distribution de dépliants et rien qu'en 2017, leur travail a aidé à ramener à la maison 399 personnes. En mémoire de Sarah, ses proches ont organisé une randonnée cycliste annuelle. Au début, peu de gens y participaient, mais au fil des ans, le nombre de participants a considérablement augmenté. Maintenant, plusieurs milliers de personnes participent à l'événement et collectent des sommes considérables pour soutenir les efforts de recherche. La police n'a pas l'intention d'abandonner la recherche de preuves, que Lewis veuille révéler des informations ou non. Il prévoit de continuer les recherches dans les endroits qu'il a indiqués jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose d'important.